prêt à tout pour se faire remarquer. Ça pourrait faire un bon titre de tellement vrai ça. Salut tout le monde, jusqu'où l'humain peut aller pour se faire remarquer ne serait-ce qu'une semaine, une journée ou même une heure. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je pourrais très bien vous parler des pseudo-stars de la télé-réalité qui se tournent au ridicule dans ce but, mais vu que ma chaîne est plus centrée sur les réseaux sociaux, on va rester dans ce domaine et laisser ça de côté. Comme avec ma vidéo sur l'utilisation des enfants sur YouTube, je vais aborder ce sujet d'une manière différente des autres analyses habituelles. Je vais vous donner dans cette vidéo plusieurs exemples par ordre de réseaux sociaux, à commencer par Periscope, puis Snapchat, puis Facebook et enfin YouTube, le meilleur pour la fin. Et dans une seconde vidéo qui arrivera, je l'espère, la semaine prochaine, j'en dresserai un bilan global et j'en profiterai pour soulever les problèmes que ça engendre et les solutions pour y remédier. Pas de plan dialectique en thèse, antithèse, synthèse dans cette première vidéo donc. De toute façon, j'ai eu beau me forcer, je n'ai pas trouvé d'argument à leur faveur, désolé. Commençons sans plus tarder avec Periscope, cette application qui existe depuis mars 2015 et qui compte aujourd'hui plus de 10 millions d'adeptes dans le monde. Elle permet à ses utilisateurs de filmer et diffuser des vidéos en direct via leur téléphone. N'importe quel autre usager connecté peut rejoindre, commenter et géolocaliser le direct. À 50 personnes, je claque le téléphone par terre. À 50 personnes connectées, je prends le téléphone du client, je le claque par terre. Ce sont les paroles d'un employé de chez SFR énervé par un client mécontent. Lui et un de ses collègues décident le 31 mars de se faire remarquer sur Periscope en promettant dans l'arrière-boutique de casser le téléphone du client dès que le live atteindra les 50 personnes. Une fois le seuil atteint, il met sa menace à exécution, termine la vidéo en montrant les dégâts sur le téléphone, puis le passe à son collègue en finissant par dire « Tu lui dis, c'est le truc qu'il a ramené comme ça, le transporteur, et c'est tout, on l'a retrouvé dans cet état-là. » De ce que je vois, certains adultes eux-mêmes n'ont toujours pas compris que leurs actions sur internet laissaient toujours une trace, même en direct. Sans surprise, la vidéo a fait le tour des réseaux et s'est retrouvée sur YouTube, ce qui leur a valu d'être licenciés pour faute grave par SFR qui a au passage dédommagé le client. À tant de personnes connectées, je fais telle chose. Cette phrase type de Periscope a fait des ravages un peu partout en France, à commencer par les salles de classe. Des centaines de vidéos en direct des salles de cours circulent chaque jour, au grand malheur des professeurs qui sont parfois filmés à leur insu sans qu'ils s'en aperçoivent. Certains élèves lancent l'application avec leur téléphone caché dans leur trousse et promettent d'insulter le prof, de simuler un malaise, de ridiculiser un camarade ou encore de se mettre torse nu à partir d'un certain nombre de spectateurs. La plupart sont des collégiens et certains d'entre eux vont encore plus loin. Il n'est pas rare d'entendre par exemple « à 70 connectés, je jette le clavier sur la prof ». La plupart de ces élèves disent s'embêter en cours et lancer Periscope pour s'occuper et avoir leur quart d'heure de gloire. Bien sûr, tout cela alimente la question du respect du professeur, du droit à l'image des camarades et de l'enseignant et du non-respect des règles, dont celle de ne pas utiliser de téléphone portable en classe. Mais bon, quand on dit aux jeunes qu'il faut prendre exemple sur les adultes et qu'on voit au final des députés jouer sur leur portable pendant les débats à l'Assemblée, ça n'aide pas. De plus, la plupart des enseignants ne connaissent pas Periscope et certains élèves en profitent. De nombreuses études de marketing ont montré que ce qui est gratuit est perçu comme sans valeur et donc peu considéré. C'est malheureusement le cas de l'école gratuite pour tous, un privilège sur lequel certains crachent sans savoir la chance qu'ils ont. Mais bon, on s'éloigne du sujet. De toute façon, il n'y a pas que les salles de classe qui en souffrent. Prenons le cas de cette affaire datant du 23 avril où deux adolescents de 15 et 16 ans se sont filmés sur Periscope en train de frapper un passant à la sortie d'une boîte de nuit à Bordeaux. La raison? Avoir leur petit quart d'heure de buzz, tout simplement. Ils se sont lancés un défi dans un direct Periscope intitulé « À 40 on met des KO » consistant à frapper un passant au hasard, l'un d'eux disant « Carrément, écoute-moi, on fait un jeu, toi et moi. On a 2 coups chacun. Vas-y, 2 coups ça. S'il n'y a pas de KO à 2 coups, l'autre il finit. Vas-y, perso. Vas-y, chaud. » L'homme a reçu plusieurs coups assez lourds et a dû être hospitalisé. Ce n'est pas rare non plus de voir des lives Periscope en direct de cellules de prison, dans lesquelles les détenus font les imbéciles pour se faire remarquer, comme ça a été le cas en février dernier à Béziers, ou encore en mai à Avignon, alors que les téléphones sont normalement interdits en prison. Ça n'a d'ailleurs pas été sans conséquence pour le détenu de Béziers qui a été condamné à 6 mois de prison supplémentaire. Pas très futé, vous en conviendrez, mais le pire a été cette affaire de cambriolage en direct sur Periscope à Limoges. Oui, vous avez bien entendu, 4 hommes, milieu février, se sont filmés avec l'application Periscope en train de cambrioler un gymnase à Limoges. Ils se sont bien sûr fait arrêter après avoir été signalés à la police par un internaute. Et tout ça pour un butin composé de ballons de sport, de chaises pliantes et d'un vieux trampoline. J'ai l'impression de décrire un film humoristique. Allez, dernier exemple pour ne pas en citer qu'en France, on finit aux États-Unis où une jeune américaine en février dernier a filmé et diffusé en direct sur Periscope le viol de son amie à la place de lui porter secours, car elle se serait, je cite, laissée emporter par le succès de sa vidéo. Tous ces actes, heureusement isolés, tendent néanmoins à devenir la marque de fabrique de Periscope qui diffuse l'équivalent de 110 années de vidéos chaque jour. Periscope est un outil et en tant que tel il peut être utilisé à bon comme à mauvais escient. Certains l'utilisent pour faire le bien comme certains journalistes et d'autres pour faire le mal comme on vient de le voir. C'est la nature humaine le problème, pas l'application en elle-même. Après il est vrai que la possibilité du direct peut encourager certains à commettre des actes qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas eu l'occasion de les montrer. Par exemple début mai, est-ce que cette fille de 19 ans se serait suicidée si elle n'avait pas pu le faire en live sur Periscope? C'est la question qu'on pourrait se poser. Elle l'a d'ailleurs dit elle-même, c'était pour faire passer un message
message au plus grand nombre et dénoncer les viols restés impunis. Certaines personnes commettent des actes lorsqu'ils sont avec leurs amis pour gagner leur attention ne serait-ce qu'une journée, des actes qu'ils n'auraient jamais fait s'ils étaient tout seuls. Après les insultes, la violence, le viol, puis le suicide, la prochaine étape sur Periscope reste le meurtre en direct. Certains articles sur le web parlent même de futurs attentats en direct, et que ce n'est qu'une question de temps avant que ça n'arrive. Chose assez drôle, Periscope appartient à Twitter, qui est membre de l'association française des prestataires de l'internet, dont le but est de lutter contre les contenus illégaux. Mais en tant qu'hébergeur, il n'a aucune obligation de surveillance des contenus qui sont publiés sur son réseau. Il doit simplement supprimer les contenus illicites à partir du moment où il en a connaissance sur signalement. Mais le problème du direct, c'est que c'est en direct justement. Bref, Periscope a encore du chemin à faire pour être connu pour ses qualités plutôt que pour ses polémiques, dont il profite au passage mine de rien pour gagner de nouveaux utilisateurs. Bien, passons à présent à Snapchat, ce réseau social devenu incontournable qui totalise plus de 100 millions d'utilisateurs. Tous les jours, 760 millions de snaps et 5 millions de vidéos sont partagées sur cette application. La connerie humaine restant la même quel que soit son outil de communication, on a encore le droit à des affaires d'agression et de viol pour se faire remarquer. Premier exemple, à Bordeaux le 23 avril, 3 hommes décident de tabasser une personne dans le hall d'un immeuble, le tout filmé et diffusé sur Snapchat. La victime s'est faite frapper, puis humiliée avec le goulot d'une bouteille en verre, obligée de nettoyer elle-même ses traces de sang. La raison de toute cette violence? Ils ont, je cite, voulu rendre service et en même temps faire de la promo à un rappeur parisien en vogue qui était venu se produire à Bordeaux en décembre dernier et dont le cachet n'avait pas été réglé en totalité par l'organisateur du concert, qui n'est autre que la victime en question. Résultat, 4 et 10 mois de prison pour les deux complices et 2 ans ferme pour le commanditaire. Plus qu'à attendre qu'on les revoie sur Periscope dans leurs cellules. Bon allez, pour l'égalité des sexes, comme on dit, prenons un autre exemple avec cette fois-ci 3 jeunes filles de 16 et 17 ans en stage dans une maison de retraite de Seine-et-Marne qui ont maltraité le 18 janvier des résidentes handicapées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer en partageant le tout sur Snapchat avec 33 vidéos de 10 secondes. N'oublions pas non plus que Snapchat est une application réputée pour son utilisation pour l'envoi de sextos éphémères. C'était d'ailleurs l'une de ses principales fonctions à ses tout débuts fin 2011. Quand ça reste dans le cercle privé, c'est pas dérangeant, mais quand ça se passe sur un compte public au nom d'une université, là c'est une autre affaire. C'est ce qui s'est passé dans une université belge où les étudiants faisaient parvenir toutes sortes de photos et vidéos pornographiques à une personne qui se chargeait de tout centraliser et de les publier sur un compte Snapchat public et connu de tous. Chaque jour, les étudiants abonnés à ce compte avaient donc le droit à des photos et des vidéos de striptease, de fellation, de poses dénudées et de rapports sexuels, le tout envoyé anonymement par d'autres étudiants de la même université qui prenaient soin de ne pas cadrer leur visage sur les photos. Pour accompagner ces clichés et vidéos, ces snapchatteurs anonymes prenaient le soin d'indiquer la matière qu'ils étudiaient pour que les gens sachent s'ils avaient affaire à leur possible futur docteur, avocat ou encore architecte. L'histoire a commencé avec un compte Snapchat au nom de l'université de Mons, puis le concept s'est très vite propagé dans plusieurs autres établissements belges, tels les débuts de Facebook. Forcément, les universités en question, une fois mises au courant, ont tout fait pour arrêter ce phénomène pour le bien de leur image, d'autant que ce dernier s'était aussi propagé dans un établissement avec des élèves mineurs. Chose assez drôle, l'établissement en question était une école catholique privée réputée. Comme quoi, hein, l'habit ne fait pas le moine, sans mauvais jeu de mots. Continuons avec un exemple bien plus grave, celui d'un viol diffusé sur Snapchat près de Perpignan début janvier. Les vidéos montrent 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années récupérer une jeune fille dans la rue pour la ramener dans leur appartement. Ils la font alors boire, puis la drogue, pour finir par la violer tous les deux. La fille, à moitié consciente, essaye de résister tant bien que mal à ses 2 agresseurs, mais sans succès, ce qui donne une scène de viol choquante, assortie d'insultes envers la victime traitée de sale beurette, le tout sur fond musical. Une fois mise en ligne sur Snapchat, la story a bien sûr rapidement été enregistrée par un tiers, et a alors fait le tour du web en un rien de temps, en passant par Facebook et Twitter, fréquentés, je le rappelle quand même, par des millions d'enfants. La police a vite été alertée par les internautes, et la jeune fille âgée de 19 ans a été découverte sur les lieux en état de choc. Bon, on repart un instant aux États-Unis, où ils ne sont jamais en manque de conneries, pour vous parler d'un accident de voiture. En septembre dernier, dans la région d'Atlanta, une jeune fille au volant de la Mercedes de son père, transportant des amis à elle, a percuté à plus de 180 km/h sur une route limitée à 90 une autre voiture qui s'insérait. Le conducteur, percuté de plein fouet, a traversé le pare-brise de sa voiture. Il a passé 5 semaines en soins intensifs pour traiter de graves lésions cérébrales et a désormais besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer, ce qui l'a obligé à quitter son travail. Quel est le rapport avec Snapchat, me direz-vous? Eh bien, lors du dépôt de plainte, la jeune fille qui était au volant de la Mercedes a reconnu qu'elle utilisait Snapchat en même temps et cherchait en fait à atteindre la vitesse la plus élevée via le filtre en question, afin de partager son record sur sa story. Assez dingue, hein? Et l'histoire ne s'arrête pas là, car comme toute bonne américaine, la conductrice a décidé suite à cela de poursuivre Snapchat en justice, en accusant le filtre vitesse de l'application d'inciter les conducteurs à rouler le plus vite possible. Pour ceux qui ne le savent pas, ce filtre utilise les capteurs du téléphone pour afficher la vitesse de l'utilisateur en mouvement sur une photo ou une vidéo. Ça peut très bien être dans un train, dans une voiture ou même à pied. Les avocats ont donc demandé le remboursement des frais médicaux par Snapchat, accusé d'être le fautif dans l'histoire. La société s'est défendue en affirmant que l'application inclut depuis toujours un avertissement déconseillant son
utilisation pendant la conduite. Bon, et on va finir sur un dernier exemple, et pas des moindres, celui d'Amin Morito. Comment pouvais-je parler des dérives de Snapchat sans parler de ce gars? Loin d'être un cocktail cubain, ce français fait polémique sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Sa notoriété a commencé en janvier sur Snapchat avec une story où on le voyait fouetter avec une ceinture les fesses nues d'une fille soi-disant consentante pour ensuite l'asperger de déodorant et enfin cracher sur sa poitrine. Entre deux coups de ceinture et crachat, on l'entend dire à plusieurs reprises, c'est la keh à Morito, le mot keh étant la contraction du mot arabe keba signifiant prostituée. Cette phrase est malheureusement devenue culte et a été reprise par bon nombre, ce qui a d'autant plus propulsé son buzz. Comprenant le succès que ses vidéos génèrent, il a alors continué à publier des photos et des vidéos toujours plus poussées dans la violence et le trash, en frappant alors d'autres filles avec ses baskets, puis avec un fer à lisser, en les humiliant encore et toujours plus. Force est de constater que cela attise la curiosité du plus grand nombre. Il totalise des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés sur Facebook, Twitter, Instagram, et je ne vous parle même pas de Snapchat. Il joue sur la curiosité malsaine et le sexe, deux éléments qui ont toujours attiré l'attention de tout temps. On a même pu le voir dans le bain de Jerem Star, un mec qui est passé dans Tellement Vrai il y a 6 ans et qui se dit aujourd'hui journaliste en profitant du buzz des autres, en particulier des pseudo-stars de télé-réalité. Dans cette vidéo, on l'entend dire « Les Parisiennes sont des salopes, dans la vie faut se servir des gens » ou encore « La femme est soumise de base ». Ça résume bien le personnage. Il fait désormais partie des topics les plus discutés sur les réseaux sociaux. À en croire Rue 89 qui a interrogé des adolescents à son sujet, il serait devenu en quelque sorte le Michael Vendetta de la nouvelle génération. Ces vidéos misogynes qui l'ont fait connaître sont toutes sauf des modèles de respect et de politesse pour les femmes qui sont dominées, violentées et soumises dans ces vidéos. Montrer de telles scènes à un public adolescent peut les inciter à reproduire la même chose, ou du moins leur faire croire que c'est ainsi que les femmes doivent être traitées ou aiment être traitées. Vu que ceux qui suivent ces vidéos ne doivent pas non plus être des lumières, c'est d'autant plus facile de changer leur idéologie. De plus, ces publications sont rarement censurées sur les réseaux sociaux, ou du moins très tardivement. Pourquoi ces photos et vidéos ne sont pas censurées, alors que celles de femmes allaitant leurs enfants le sont? Les réseaux sociaux laissent-ils délibérément ce genre de publication le plus longtemps possible pour générer le plus de trafic, sachant pertinemment que ça buzz facilement? C'est la question qu'on pourrait se poser. Comme pour Periscope, Snapchat n'est qu'un outil, et est victime malgré lui de toutes ces polémiques. Après, il est vrai qu'on pourrait aussi se dire que le fait de s'adresser à un groupe de destinataires connus, et surtout le caractère éphémère des messages privés qu'on peut leur envoyer, peut développer chez certains utilisateurs un sentiment de sécurité, voire pour d'autres une impression d'impunité, ce qui peut donner à terme ce genre de dérapage. Mais en soi, il n'y a aucune possibilité de partage sur Snapchat, contrairement aux autres réseaux sociaux. Seraient-ce donc ceux ayant enregistré et diffusé les vidéos sur Facebook et Twitter les principaux fautifs? Encore une question qu'on pourrait se poser. Sans Facebook et Twitter qui ont servi à relayer les vidéos, il est certain qu'elles n'auraient pas été vues et commentées dans les mêmes proportions, et je ne serais pas en train de vous en parler. D'un côté, on peut aussi se dire qu'ils ont bien fait car ça a permis d'en arrêter certains, il faut peser le pour et le contre. Bref, parlons à présent de Facebook. Je pourrais très bien vous parler des pages Facebook qui jouent sur la misère des autres en vous demandant de liker et de partager la photo d'un enfant handicapé ou affamé pour prouver que vous avez un cœur, mais c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas y revenir. On va plutôt parler de cette jeune femme amputée d'une jambe qui a fait le buzz sur Facebook le 19 janvier dernier avec une photo d'elle qui a récolté plus de 700 000 likes et 100 000 commentaires. On la voit prendre la pose, sa prothèse de jambe bien en évidence, avec cette description qui mériterait un petit solo de violon. Alors qu'est-ce qui est pire sur Facebook que des photos qui vous demandent de liker pour soi-disant soutenir la misère d'autrui? Tout simplement quand, en plus de ça, la photo en question est un énorme fake. Eh oui, gros canular découvert peu de jours après. La fille sur la photo est en fait une blogueuse brésilienne qui s'est fait voler une photo d'elle qu'elle avait postée sur Instagram. Et ce n'est pas la première handicapée à se faire voler sa photo pour prendre son identité. On peut très vite s'en rendre compte en allant dans Google Images. Et en ziotant les autres publications qui suivent la photo en question, on se rend vite compte du profil fake, entre des photos bidons pour gagner des iPhone 6 et des appels pour l'ajouter en ami. Allez, pas besoin d'autre exemple Facebook, je sais que vous en voyez vous-même tous les jours sur votre page d'actualité. On va donc finir avec YouTube. Des exemples de personnes qui font tout pour attirer l'attention et créer le buzz sur YouTube de quelque manière que ce soit, vous en avez eu à l'appel dans mes précédentes vidéos, entre ceux qui utilisent leurs enfants pour toucher un public jeune, ceux qui partagent toute leur vie privée tous les jours, ceux qui suivent tout le temps les modes et les sujets qui buzzent, ou encore ceux qui font du putaclic. Je vais donc uniquement parler de deux segments que je n'ai pas encore abordés jusqu'ici, à savoir les caméras cachées et le plagiat. Commençons avec les caméras cachées. Il y a 2-3 ans, tout roulait pour le mieux sur YouTube dans ce domaine. On avait de superbes caméras cachées avec Rémi Gaillard, Gonzague, Avner ou encore Benguy. Malheureusement, comme tous les autres concepts, les caméras cachées n'ont pas échappé à la démocratisation du web et de YouTube, et ça a alors commencé à partir dans tous les sens. De nouveaux vidéastes sont apparus, plus soucieux de faire le buzz que de faire rire ou réfléchir, ce qui est le principe des caméras cachées. Certains n'ont même plus aucun scrupule à faire de fausses caméras cachées en prétendant qu'elles soient vraies. Bref, commençons avec le collectif Trollstation. Pour faire le buzz, certains pensent qu'il faut toujours repousser les limites, toujours faire plus choquant. C'est pourquoi, durant l'été 2015, ce groupe de jeunes en quête de buzz ont décidé de braquer un musée londonien pour effectuer une caméra cachée. Ce
faux braquage n'a pas du tout fait rire et les 4 protagonistes se sont fait arrêter. Il n'en était pas leur première fois, le collectif Troll Station avait fait des faux délits sa spécialité, en passant par de faux enlèvements, de faux attentats suicides ou encore de faux assassinats. Le faux braquage aurait été la mauvaise blague de trop. Prison ferme allant de 4 à 6 mois pour les 4 Gugus. Faux braquage, mais vraie prison pour le coup. On part à présent en Russie pour notre deuxième exemple avec un dénommé Grigory Mamurin, un ado russe de 17 ans très riche, ce dernier étant le petit-fils d'un oligarque multimillionnaire. Vu qu'il ne sait plus quoi faire de tout son argent, il s'est trouvé comme hobby d'humilier des inconnus dans la rue contre une certaine somme. Il dit tester les limites de la raison humaine en proposant en caméra cachée de l'argent contre des défis dégradants, mais j'y vois là plus une volonté de faire le buzz qu'autre chose. On a ainsi le droit à des caméras cachées où on voit des passants qui acceptent de tirer sur un chien pour le tuer, de montrer leur sein, de se faire tondre les cheveux, de boire l'urine du gars, de se déshabiller dans sa voiture ou encore de prêter leur petit ami pour la nuit. Le tout pour de l'argent. Non, vous ne rêvez pas. Dans cette vidéo par exemple, le russe propose à un couple de passer la nuit avec la fille pour 2000 €. Son copain refuse tout d'abord, mais se met ensuite à négocier sa copine comme si elle lui appartenait, en finissant par dire ok sans sextoy et avec un préservatif pour 3600 €. Suite à cela, le trio embarque dans la Mercedes du jeune homme et disparaît. Étant un inconditionnel amoureux des animaux, ce qui m'a le plus choqué fut de constater que des passants étaient prêts à tirer sur un chien pour le tuer pour à peine 70 €. Je vous rassure quand même, l'arme n'était pas chargée et le chien n'a pas été maltraité. Ce riche russe occupe donc ses journées à ça, en assurant faire une analyse sociologique de la société. Il dit dénoncer ainsi les limites de la raison humaine, notamment en pointant du doigt l'importance de la valeur de l'argent au sein de notre société, parfois au détriment de notre propre dignité. Il souhaite, selon lui, mettre en lumière les comportements excessifs et insensés de la nature humaine. Pour ma part, je dirais qu'il est lui-même un très bon exemple, nul doute qu'il prend du plaisir à se sentir supérieur en faisant cela. Certains disent qu'il n'humilie personne car ce sont ces passants qui acceptent ses demandes sans y être forcés. D'après certains commentaires, ce sont uniquement eux les coupables. Allez donc dire ça dans un tribunal. Je le rappelle quand même, celui qui propose s'appelle un commanditaire, et lors d'un procès pour un assassinat par exemple, le commanditaire prend autant que le tueur, voire même plus. Je pourrais aussi dire que c'est le même mécanisme que celui du commerce, sans demande il n'y a pas d'offre, et vice versa. S'il n'avait pas proposé aux passants, rien de tout ceci ne serait arrivé. Cette pseudo-analyse de la nature humaine sur laquelle il s'appuie en guise d'excuse n'a pas lieu d'être. Quelqu'un de très pauvre ou endetté peut avoir entre guillemets ses raisons. Aux États-Unis, ce concept existe déjà depuis le début des années 2000, comme en témoigne cette vidéo d'une vieille émission américaine où un gars propose aux passants de boire un médicament qui fait vomir, puis de lécher leur vomi par terre pour 1000 $. Évidemment, qui dit nouveau concept aux États-Unis, dit apparition de ce même concept en France quelques années plus tard, comme d'habitude. Et devinez qui a été le premier français à faire ce même genre de vidéo malsaine. Eh bien c'est un certain Cyril Hanouna, dans une émission intitulée La vie est une fête. Il n'allait pas aussi loin que le russe dans les demandes, mais le principe restait le même, avec par exemple combien pour manger une plaquette de beurre, combien pour toucher la quéquette d'un passant, combien pour se balader en couche-culotte, combien pour mettre sa tête dans des déchets de poisson, combien pour pisser dans sa chaussure, etc. Ah, ce bon vieux Cyril, on en reparlera dans de futures analyses. Bien sûr, il n'est pas le seul français à avoir fait ce genre de vidéo. Pas plus tard qu'il y a un mois, sortait une vidéo « Boire de la pisse pour l'argent » sur la chaîne Nornitube. La vidéo a fait polémique, ce qui a amené le vidéaste à la supprimer pour ensuite la remettre avec des explications pour nous montrer qu'au final, c'était un fake avec de l'eau colorée, bien que le passant, lui, y ait cru jusqu'au bout. Ça m'attriste de voir ce genre de caméra cachée sur cette chaîne, car ce vidéaste en faisait de très bonnes il y a 2 ans, notamment celle sur le poids des apparences, qui avait fait un énorme buzz à l'époque. Le collectif Nous avait d'ailleurs parodié cette pratique répandue de la caméra cachée fake, dans une vidéo intitulée « Embrasser une inconnue en une demi-seconde », qui se moque des vidéos de ce genre. Il ridiculise au passage ces vidéastes qui s'essayent à l'exercice de séduction, ou plutôt d'agression, avec des mises en scène complètement surréalistes, où personne n'accepterait de jouer le jeu dans la vraie vie. Et on finit rapidement avec le plagiat. Pourquoi en parler dans cette vidéo? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte en début d'année que certains étaient prêts à tout pour se faire connaître, quitte à plagier au mot près et à la scène près d'autres vidéos, et même à voler certaines pages Facebook. Cette recherche de notoriété pousse certains à aller jusqu'à là, et elle en pousse d'autres à vouloir créer un buzz, coûte que coûte, quitte à ce que ce soit du bad buzz. Ça a été le cas avec Mickaël Vendetta et Cortex par exemple. Ils voulaient être célèbres, même pour de l'idiotie, et ils ont réussi, et ce procédé ne date pas d'hier. En l'an 356, un certain Hérostrate s'est rendu devant le temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde, pour y mettre le feu. Suite à l'incendie, il fut arrêté et torturé pour finalement avouer son principal motif. Il cherchait tout simplement la célébrité et avait trouvé là le moyen de l'atteindre. Et en effet, on connaît encore son nom aujourd'hui. Vous savez, il y a même une hypothèse partagée par bon nombre de psychiatres comme quoi certains serial killers tuent avant tout pour la notoriété. Plus les victimes sont nombreuses, plus les morts sont spectaculaires et plus les tueurs sont célèbres, ce qui pousse certains à aller toujours plus loin. La recherche de la célébrité à tout prix pourrait expliquer la multiplication des meurtres aux États-Unis, un endroit où la célébrité est un véritable culte. Non seulement les Américains la valorisent à des degrés
ahurissant, mais les meurtriers se retrouvent glorifiés en couverture des magazines et inspirent chansons et films hollywoodiens. Notez d'ailleurs que c'est toujours leur nom que l'on retient et non celui de leurs innombrables victimes. Maintenant qu'on a pu constater tout ça, on va pouvoir en dresser un bilan global dans la prochaine vidéo. On parlera des raisons qui poussent certains à vouloir être célèbres à tout prix, de comment on en est arrivé là, des problèmes que ça engendre et des possibles solutions pour y remédier. J'ai encore une fois beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Salut tout le monde!